Merci d'être là pour cette assemblée du conseil d'administration. Je salue les gens dans la salle, évidemment, comme ceux qui, fort nombreux, nous regardent sur le site web, en direct ou en différé. Alors, je me présente, Philippe Schnob, je suis président du conseil d'administration. Je suis accompagné de mes collègues habituels du conseil. D'abord, à ma gauche, à votre droite, M. Marvin Rotran, vice-président du conseil d'administration, conseiller de ville de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Mais bonsoir, M. Rotran. Il y a Mme Marie Turcotte, à l'autre extrémité, que vous connaissez bien, représentante des clients du transport adapté. M. Francesco Miele, conseiller de la Ville de Montréal dans le district Côte-de-Liesse et leader de la majorité au conseil municipal. De ce côté-là, Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif de moins de 35 ans. M. Pierre Gagné, maire de l'arrondissement Annecy-Cartierville. Bonsoir, M. Gagné. M. Jean-François Parenteau, qui est là. Oui, bonsoir, M. Parenteau, maire de l'arrondissement Verdun. Mme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Bonsoir. Marie Plourde, de ce côté-là, conseillère d'arrondissement du district Myland dans le plateau Mont-Royal. M. Edouard Janisewski, maire de la ville de Dollard-des-Ormeaux. Bonsoir. Et Mme Sylvie Tremblay, à l'extrémité, secrétaire générale et directrice exécutive aux affaires juridiques. Et à la table, Mme Joanne Bernier, assistante secrétaire. Et à mes côtés, vous le connaissez bien, M. Carl Desrosiers, directeur général. Alors, comme d'habitude, on fait un peu le point sur les événements qui se sont produits depuis le dernier conseil. Notamment, vous avez peut-être pris connaissance de ça dans les médias. On vous a présenté la semaine dernière un autobus propulsé à l'électricité, l'autobus chinois BYD. C'est un autobus propulsé vraiment à 100% à l'électricité. Donc, il est en service clientèle depuis lundi dernier. Si vous êtes dans Annecy-Cartierville, vous avez des chances de le voir passer, pouvoir voyager à bord. Et si vous le faites, on aime avoir vos commentaires. Ça fait partie du processus. On veut que la clientèle nous dise ce qu'ils pensent de cet autobus-là. Il est reconnaissable facilement, vous le voyez. Ces essais-là vont se dérouler pendant un mois à Montréal. Il y a eu des essais qui se sont déroulés à Gatineau, donc à la Société de transport de l'Outaouais au cours de l'été. Des essais qui ont permis même au bus de circuler en Ontario, parce qu'on l'avait mis sur le circuit qui passait sur les circuits qui vont de l'autre côté de la rivière, donc il s'est rendu jusqu'à Ottawa. Et on espère donc que ces essais-là vous plairont, donc on voudra avoir vos commentaires. Ça fait partie des nombreux essais qu'on va faire au cours des prochaines années de bus à propulsion électrique, de manière à ce qu'en 2025, quand on choisira d'acheter uniquement des bus à propulsion électrique, les véhicules qui sont soumis à nos choix soient des véhicules qui correspondent vraiment à nos besoins. Alors, ça ne veut pas dire qu'on achètera des BYD, mais ça veut dire qu'on va le tester, puis on aura donc une bonne évaluation de son potentiel après ce mois-là. Je vais vous parler maintenant de ce dépliant qu'on a lancé il y a quelques semaines et dont on a parlé aussi dans les médias pendant la campagne électorale. On a décidé de faire valoir l'importance économique de la STM pour tout le Québec. Alors, on va en laisser des copies à la sortie, si vous voulez en prendre connaissance. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont contribué à la confection de ce dépliant-là. On y apprend notamment, évidemment, ça ne vous étonnera pas, que 97% des dépenses de la STM sont faites au Québec. On est présent, on a des fournisseurs dans 14 régions du Québec. Souvent, les gens pensent on consacre de l'argent, on met de l'argent dans le budget de la STM, on dépense ça à Montréal. Mais non, on dépense ça dans 14 régions du Québec. On a 1800 fournisseurs. Vous l'avez peut-être vu, le mois dernier, on avait octroyé un contrat à Alma. Est-ce qu'à Alma, on est conscient qu'on profite de la STM? Bien, c'est le genre d'informations-là qu'on veut favoriser. Alors, en 2012, par exemple, vous le verrez dans le document, on a octroyé des contrats de 540 millions à des entreprises québécoises. Donc, on veut souligner l'importance économique de la STM pour tout le Québec. Il y a aussi été question de l'ATUC. L'ATUC, c'est l'Association du transport urbain du Québec, dont je suis aussi président. On a publié au début de la campagne électorale un sondage dont vous pourrez prendre connaissance si vous vous rendez sur le site de l'ATUC, où on apprend notamment que 88% des Québécois, c'est un sondage important, 1000 répondants, donc c'est très crédible, 88% des Québécois disent qu'à leur avis, il est important que le gouvernement du Québec investisse davantage dans le transport collectif. C'est pas rien. On a tendance parfois à s'imaginer que les gens, même s'ils sont loin de Montréal ou loin des centres, il y a du transport collectif, ça les intéresse moins, mais non.
même dans les régions où il y a peu de services, les gens étaient d'avis qu'il fallait investir beaucoup dans le transport collectif. Alors, ce sondage-là, vous pourrez en prendre connaissance sur le site de l'ATUC. Et puis, en fait, je souligne qu'on a reçu des prix récemment pour STM Merci, une application que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est disponible pour iPhone actuellement et le sera pour Android. Prochainement. Si vous connaissez le concept, c'est une application qui vous permet d'obtenir des rabais chez des commerçants pour différentes activités qui sont liées à la STM. Donc, on a remporté 2 prix au concours Loyalty 360, un prix or dans la catégorie Customer Experience and Engagement et un prix argent pour Use of Technology in Loyalty Marketing. Alors, félicitations à STM Merci, que je vous encourage encore une fois à les télécharger. Et si vous n'avez pas ces appareils, vous pouvez quand même bénéficier de ces réductions-là. La liste des participants est sur le site Web et vous n'avez qu'à présenter votre carte Opus et vous aurez droit à différents rabais. Alors voilà, on va passer maintenant à la période des questions. Je vous rappelle, un peu comme je l'ai fait le mois dernier, soyez succincts dans vos questions. On sera succincts dans les réponses de manière à permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Alors, j'appelle d'abord Mme Gaétane Grenier, qui veut nous parler du transport adapté. Bonsoir. C'est un plaisir de revenir parce qu'à chaque fois que je suis venue ici, je vais vous le dire, il y a eu amélioration au transport adapté. Bon. Fait que ça m'encourage. Fait que là, aujourd'hui, je viens vous parler de la plage de 30 minutes. Vous pouvez rapprochez-vous du micro si vous pouvez. 1, 2, 3. Ah, OK, c'est bon. Je vais vous parler de la plage de 30 minutes. Est-ce que ça va? Oui, on vous entend. Le transport adapté m'avise d'être prête pour 2 heures. Je suis prête pour l'heure. Le transport arrive à 2h25. Le conducteur, à quelle heure? Je demande au conducteur à quelle heure on vous a demandé de venir me chercher. Il me dit à 2h25. Donc, on vient nous chercher à la fin de la plage. Je trouve que ça pénalise. La clientèle. À la fin de la plage, voyez-vous, je dis pour 2 heures, puis il arrive à 2h25. C'est beaucoup, ça. Nous autres, on a toutes sortes de difficultés. Je trouve que ça nous pénalise. C'est ça qu'elle va dire pour la plage de 30 minutes. Je ne sais pas si le transport adapté peut penser à faire quelque chose sur ça, là. Écoutez, il y a des améliorations à moyen terme avec des systèmes informatiques qui vont nous permettre de bien gérer les déplacements et la flotte. Donc, éventuellement, là, c'est dans un horizon de quelques années, mais d'ici là, on essaie d'améliorer la situation quand même dans la précision, mais là où on pourrait même être en mesure de vous appeler pour vous dire, OK, le véhicule sera là dans un certain laps de temps, dans des temps plus précis. Ça fait partie des développements qu'on fait pour gérer la flotte autrement. C'est une réalité, c'est pas un rêve, là? C'est pas un rêve, non, c'est des investissements qui sont prévus, mais c'est une technologie qui est encore à développer. Vous savez, déjà maintenant, on appelle un taxi maintenant, puis on peut savoir, sur des cartes, on voit le taxi arriver, mais c'est ce genre de technologie-là qu'on pourrait aussi avoir. Merci, Mme Grenier. Avez-vous une autre question? Ah, d'accord. J'ai le centre, j'appelle pour le centre d'appel. Le centre d'appel. Nous avons une moyenne de 4 minutes d'attente avant que l'agent nous parle. Durant cette attente, nous écoutons plein de messages puis de la musique. Nous recevons, ou nous disons, nous recevons trop d'appels, veuillez rappeler plus tard. Monsieur le Président, pourquoi ils ne mettent pas plus de personnel? C'est ça la question. Bien, ça, je vous dirais que c'est une question de financement. On a répété beaucoup que le transport adapté connaît une très, très grande croissance. Et bon, c'est subventionné en partie par le gouvernement du Québec, mais la subvention ne suit pas la croissance de la demande. Alors, évidemment, ça ne nous fait pas plaisir de devoir faire ça, mais il y a des périodes de la journée, des périodes de l'année, des périodes du mois aussi qui sont plus achalandées. Idéalement, il ne devrait pas y avoir ce genre de message-là, parce que je comprends que c'est une chose d'attendre en ligne qu'on nous réponde, c'en est une autre de nous dire « rappelez plus tard », là. Mais ce sont des choses qui
D'autant plus que j'ai remarqué sur le transport adapté, la population est vieillissante. Hein. Il y a beaucoup de personnes âgées maintenant sur le transport adapté. Tout à fait. Ça grossit tout le temps. On en est conscient aussi et ça fait partie des réalités avec lesquelles il faut vivre parce que la clientèle augmente encore plus et il faut sensibiliser évidemment ceux qui contribuent au financement du transport adapté au fait que la subvention devrait suivre aussi l'évolution de la population. Je ne sais pas si M. Rotran veut rajouter quelque chose. Bonjour, M. C'est vrai ce que le président dit, que la clientèle augmente pour le transport adapté chaque année. Et effectivement, il y a plus et plus de gens qui ont besoin de nos services réservation. Le conseil d'administration suit ça. On fait la surveillance des nombres des appels chaque mois. Combien de temps les gens doivent attendre? Est-ce qu'il y a plus qu'un essai pour rejoindre la ligne? Le temps de traitement de leur appel. D'habitude, on est satisfait. Par contre, ça arrive de temps en temps, à cause du grand nombre des appels, qu'il y a des délais qu'on trouve un peu injustes et on travaille pour améliorer ça. 2 ou 3 choses qu'on fait. Une, il y a un certain groupe de personnes qui peut utiliser le transport régulier, qui veut utiliser le transport régulier. Nous sommes presque terminés notre adaptation de la flotte régulière pour accommoder ces personnes. Mais pour beaucoup des autres personnes qui sont clients, on essaie d'utiliser les modernes moyens de communication comme l'Internet et les téléphones intelligents pour réduire la pression sur le centre d'appel. On va suivre ça pour voir s'il y a des gestes qu'on doit poser qui est dans nos moyens, mais qui va bénéficier de la clientèle. Merci, monsieur. Merci, M. Rotran. Merci, Mme Grenier. J'appelle maintenant Mme Francine Unterberg. Bonsoir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis la présidente de la table de concertation des aînés d'Outremont, ainsi que la présidente de la table de concertation des aînés de l'île de Montréal. Je viens vous parler de l'hiver qui a été très pénible pour les aînés. Il a fait très froid, il y a eu des chutes de neige et du côté de la STM, on déneige toujours les entrées de métro. C'est en général très, très bien. Pour les arrêts d'autobus, on compte sur la ville, sur les arrondissements pour déneiger les rues. Alors, le problème, c'est que lorsqu'on déneige près des arrêts d'autobus, il y a souvent plusieurs objets qui sont disposés sur la rue. C'est du mobilier urbain, ça peut être des bancs, ça peut être des poteaux, ça peut être toutes sortes d'objets, si bien que la neige, au lieu de s'en aller dans la rue et être ramassée dans la rue, elle s'accumule sur la bordure du trottoir où est l'arrêt d'autobus. Et là, en descendant de l'autobus, on fait des tas de neige, on la tasse, on fait des plaques de glace, finalement. Alors, ça a été très pénible. À Outremont, j'ai eu 2 personnes qui se sont cassées des membres en descendant de l'autobus. Maintenant, l'histoire du déneigement, vous avez tout de même une entente avec la ville, où vous avez un comité de concertation avec la ville dans le cadre de Ville Amie des aînés. Vous avez un comité. Est-ce qu'on pourrait porter dans ce comité une attention particulière au déneigement, avoir une entente avec les arrondissements pour déneiger de façon particulière les descentes d'autobus? Il y a déjà des ententes pour que ce soit déneigé en priorité et c'est la responsabilité des arrondissements. C'est certain qu'il faut, dans des cas où c'est fait de façon inappropriée, il faudrait communiquer avec l'arrondissement à ce moment-là. Carl? Peut-être on a des liens avec la ville à ce sujet-là. C'est des sujets qu'on aborde. On prend bien note de ce que vous avez dit, puis on va les aviser. C'est principalement Outremont, votre cas? Non, c'est pas seulement Outremont. Dans mon coin, je l'ai moins, là, mais vous vivez ça. C'est-à-dire les endroits plus anciens où il y a beaucoup d'accumulation de mobilier urbain. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le déneigeur qui passe au milieu du trottoir qui peut faire ça. Non, c'est qu'il met de la glace sur le côté, j'ai compris, c'est ça? C'est qu'en chassant la neige sur le côté, ça s'accumule entre les objets qui sont sur le trottoir. Mais ça pourrait se faire uniquement à la main. On ne peut pas le faire avec la machine, avec le déneigement. Donc, il faudrait une attention particulière ou une entente particulière. Écoutez, on prend ça en note, et puis là, on a quelques mois, j'espère, de oui, c'est pour l'hiver prochain. Je vous parle pour l'hiver prochain. Non pas pour mais si vous avez des exemples concrets aussi d'endroits où c'est plus problématique, vous pourrez peut-être nous faire connaître de façon à ce qu'on vérifie si c'est des événements répétitifs. Madame Unterberg, bienvenue. Je vous invite, et les membres des différents organismes qui appartiennent à la table, de visiter les conseils d'arrondissement dans les arrondissements. Je sais que vous avez dressé une requête il y a 500-600 ans. Comme président du comité service à la clientèle, j'ai écrit à l'ensemble des arrondissements et indiqué que chaque hiver, il y a des plaintes qui
reviennent dans certains endroits, mais il n'y a rien de mauvais de sensibiliser les élus, et pas seulement en période hivernale, avant l'hiver, d'aller au conseil d'arrondissement pour au moins parler des lieux où il y a beaucoup de gens âgés et des problèmes, où vous avez reçu des plaintes. Avec ça, vous pouvez créer des relations avec le directeur d'un arrondissement et travailler avec les travaux publics dans l'arrondissement pour assurer un meilleur traitement. Mais dans le cadre de MADA, on peut aussi agir au niveau de la ville-centre. Dans le cadre de MADA, de Municipalité Amie des Aînés, on peut agir également au niveau de la ville-centre dans ses communications avec l'arrondissement. Je pense que si tout le monde s'y met, on va y arriver. Ben, Merci. on note. Merci beaucoup, madame. J'appelle maintenant M. Gilbert Bauer. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, messieurs, dames. Là, je viens d'apprendre cette semaine que pour essayer de combler le manque à gagner de 20 millions de dollars, vous allez abolir 30 à 50 postes de changeurs. Alors, ma question est la suivante. Combien prévoyez-vous encore en abolir à l'avenir? La première question. J'en ai 2, 3 autres. Ben là, pour vous dire, non, il y a pas, je ne peux pas vous dire de quoi l'avenir sera fait. Nos efforts sont faits pour améliorer les sources de financement pour ne pas avoir à faire ça, alors que c'est une décision qui avait été prise au moment de l'adoption du budget de 2014, qui aura un impact budgétaire qui a été chiffré à 3,6 millions. Parce que j'appréhendais cette chose-là depuis des années, et M. Desrosiers le sait, à cause de la venue de ces fameuses machines distributrices automatiques, j'appréhendais qu'on abolirait des postes de Ouais. Il y a toujours des changeurs. C'est pour un manque à gagner, mais je soupçonne aussi que c'est aussi parce qu'il y a maintenant les distributrices automatiques. On ne remplace pas les changeurs par des machines. Les gens utilisent de plus en plus les machines distributrices de toute façon. Il y aura toujours des changeurs dans les stations. Il n'y aura pas de station sans changeurs, donc les gens pourront toujours acheter des titres aux changeurs. On peut payer comptant aussi dans les machines distributrices, là, cela dit, et elles rendent la monnaie. Si on a besoin d'informations, il y aura toujours un changeur dans la station également, et aussi à proximité des téléphones pour pouvoir communiquer ou bien avec le changeur ou avec la commande centralisée en cas de besoin. C'est la commande centralisée qui répond, c'est ça? OK. Alors, on ne laisse pas les gens seuls dans la station. Il y a toujours du personnel dans les stations. Si c'est pas il y a un changeur, mais il y aura aussi des gens de la sûreté et contrôle. Il y a des gens d'entretien. Donc, les stations ne sont pas désertes, là. C'est toujours un employé minimalement, le changeur, ou d'autres, ou plus. Alors, on n'abandonne pas, évidemment, la clientèle à elle-même. Parce qu'il y a beaucoup de stations où il y a des changeurs à l'extrémité à chaque sortie, là. Et puis, si on abolit un de ces changeurs-là, une extrémité, comment le changeur à l'autre extrémité de la station va savoir si l'escalier mécanique est arrêté à l'autre extrémité, là où il n'y a plus de changeur? Surtout que les nouveaux escaliers mécaniques sont toujours en panne la plupart du temps, là, parce qu'ils sont très peu fiables. Ouais. Alors, comment vont-ils savoir maintenant que l'escalier mécanique à l'autre bout, il n'y a plus de changeur, est arrêté? À l'autre bout, à l'autre extrémité. En fait, M. Bauer, les endroits où on a 2 loges, d'en laisser une vacante de certains temps, on fait ça depuis très longtemps. Si vous allez à la station Fabre, d'un côté, c'est fait depuis des années. C'est fait aussi à Jean-Talon. Et normalement, on met des mécanismes pour s'assurer que l'information est là. Mais même les endroits où on a 2 changeurs, souvent l'escalier mécanique est très, très loin. Si vous allez à Berry, l'escalier mécanique est beaucoup plus loin du changeur, celui qui est sur Saint-Denis, qu'il y a bien d'autres endroits où le changeur est tout près. Fait que soyez assurés, tous les métros du monde font ça. Ça prend au moins une permanence, il y a certains métros qui ne l'ont même pas. Une permanence d'un humain à un endroit avec des moyens de communication, puis la sécurité n'est pas un enjeu. C'est clair. Et je vous dirais que dans le cas d'escalier roulant qui ne fonctionne pas, moi, j'ai pris l'habitude de prévenir le changeur. Parfois, c'est pas une panne, c'est parce que quelqu'un a sauté, a fait un mouvement brusque, il l'a arrêté. Les gens s'amusent à les arrêter. Donc, il suffit de le dire au changeur, puis le changeur va aller, avec sa clé, va aller... Oui, lorsqu'il est à proximité, oui. Ben, mais même s'il n'est pas là, si on n'a plus d'être à l'autre extrémité de la station, comment? On prend un téléphone, puis on le dit, l'information un téléphone, et puis on va pouvoir tout communiquer? Oui, tout à fait. OK. Et quelle ligne va être surtout touchée par ces coupures? Là? Ça va être la ligne orange, je suppose? Il n'y a pas de ligne particulière. C'est plus en fonction des stations et l'achalandage. J'ai lu dans le journal qu'à Guy, il y a un des éticules qui serait complètement fermé. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. En fonction, lorsqu'il y aura un achalandage suffisant, il y aura quelqu'un. Il y a des endroits où il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Là, il y a des mécanismes qui seront faits. Mais comme je vous dis, on fait ça depuis des années et tous les métros du monde font ça. Toronto fait ça, New York fait ça, Chicago fait ça. Tout le monde fait ça. C'est du régulier. Parce que là, le choix qu'on avait, est-ce qu'on fait ça ou on coupe du service?
Et les trains, si vous le savez, vous prenez la ligne orange, sont déjà suffisamment chargés comme ça. On ne voulait pas couper du service et laisser les gens sur les quais. C'est vraiment l'enjeu qu'on avait et ça cache l'enjeu final du financement du transport collectif. Ouais, mais sur ligne orange, combien de changeurs vont être supprimés? Là? Bon. Ah ben, on n'a pas... On en a 500 en tout. Alors, je vous remercie. Très bien. Merci, bonsoir. Monsieur Orbé Laufer, maintenant. Bonsoir. Thank you, Mr. President. Two questions. I may stick in a third with your permission. Number one, I was here, I believe it was in November, regarding fare increases. I was told you didn't know how much it would be. We were advised in December, and we were also advised that there wouldn't be any cuts in services. You would try to encourage public transit to do some type of, to encourage public transit and not to cut service. Now I understand that you want to cut service on the buses, cutting back at these subway stations. You want to close some guichettes. In some stations you don't have any security. For example, you get out at the Van Horn exit from Plamondon. Between the escalator, the escalator on the same level as the guichette, there's no cameras for security. Anybody could have their wallet stolen or knifed or whatever. So I'm not sure that the changeur, c'est quoi un changeur en anglais? That's the Van Horn exit. Collector. Will be able to, the changeur will be able to assist someone in that by calling 911, but I don't think that... My question again, Right. number two, if you close, and I didn't say you're going to close St. Matthew, but if you get rid of the people there who take tickets or whatever, or sell tickets, because you have many buses that go there. You got the 57 Central, 166 Queen Mary, 165 Côte des Neiges, and the 435 Côte des Neiges Park Avenue. It's a busy station. You should that should not be affected, or any other station. I have the list with me. Est-ce que do we close that one, St. Matthew? Let me try to answer some of your questions. First of all, when you were here in November, it was just after the election. We had no idea what our budget was going to be, what the city was capable of doing. We did not say at the time that we were not going to raise fares. We said we would try to attenuate any fare increase, which is what we essentially did. I'm pleased to say that we have, other than several very small transit systems in Canada that don't have a metro, we have the lowest fares, including everywhere else in Quebec. And our philosophy has been to continue to provide an elevated level of service without requiring the users to pay the type of cost recovery that you have in Toronto. You and I have spoken about Toronto. You realize the riders there pay about 72% of the bill, and it's $134 a month. Having said that, there has to be a resolution of how we're going to finance public transit. Clearly, our philosophy has always been to have affordable fare increases, but that's too much for certain members of City Council who always vote against fare increases. They don't want us to take it from the riders. Others say, just get the taxpayer out of there. We don't want to pay taxes, raise the fares even higher. Well, we're not going to do that. It's not our philosophy. It's not the philosophy of the City Council majority. Having said that, clearly, there's a huge amount of money that needs to be invested to provide better mobility in the future, but also the safety and security of our subway network, renewal of our bus fleet, better information for riders. There's a cost to that. And however, there has been no societal consensus and no major new program by the government of Quebec. Now, I would like to tell you we will never reduce any services, change anything, have fewer hours of this or less of that, but it would be dishonest of us to say that without a solution for transit financing. The tools that exist are clearly inadequate. We've made our case. The government says it agrees with us. The opposition says it agrees with us. The City Council agrees with us. The agglomeration agrees with us. The federal government agrees with us. The only problem is between agreeing with us and the check being in the mail, there's an awfully long period of time. So what I can say is if you want transit to get better, if it's a priority, it's a question of how you vote, but also it's a question of you talking to the higher levels of government, which are the ones who can make the legislation to make the funds flow. Merci, M. Bertrand, pour ce plaidoyer. Supplementary, if I may. Oui. Very short. The 747 bus, that's what we use to the airport. Yep.
we pay $10. You could use the Opus card. There's no problem with that. The same bus that goes from the Kipling subway station in Toronto to the Pearson Airport, they pay $3, and we pay $10. Doesn't that discourage? And then then you're cutting the service of this. You raise the fare of $10. People are going to get discouraged. Then you'll have a reason to cut more. I'm going to respectfully disagree with you, Mr. Loffer, for the following reasons. When private enterprise did it in Montreal, they charged $16 for a one-way fare. In their best year, they carried 185,000 rides. Last year, we carried 1,436,000 and change rides. Our pass is $10. It gets you downtown, plus it gives you 24 hours. The Toronto example that you cited, first of all, it only goes to the Kipling station, and then it still takes you 45 minutes by subway to get down from there. It's not what I would call a pretty good deal, and it gives you no access to the network. Anybody who's got one of these can use the 747 without paying the $10. The $10 is aimed at a specific clientele, mostly tourists. They use it, and they think it's a great bargain. And our figures for this year have shown increasing growth again. The bus is growing. The bus works. We recently had some information from the airport, and we're working with them to make our schedules for these buses meet their needs in a way that allows us to meet our norms and meet their requirements. They're happy. I'm happy. The riders are happy. Merci, M. Thank you, Racran. Mr. Merci, President. M. Lauscher. J'invite maintenant M. Craig Sauvé. Bonsoir. I hadn't even seen him back there. C'est derrière la colonne. Bonsoir, mes chers Bonsoir. conseillers, comment allez-vous? Bonsoir. En fait, vous avez des bons amis chez Projet Montréal. C'est sûr qu'on va être des partenaires avec vous pour chercher plus de financement de tous les paliers de gouvernement. Changement de philosophie. Non, c'était toujours le cas. On a certainement voté besoin de contre tous les toutes les appuis. augmentations des tarifs. C'est clair qu'on va voter contre. Et on a essayé de trouver une manière de prendre dans le budget pour mettre plus pour l'STM, mais ça n'a pas fonctionné à cause d'une technicalité. En tout cas, je viens ici à soir pour parler un petit peu de réduction de service des lignes d'autobus. Je sais qu'il y avait un petit peu de réduction. Donc, est-ce que cette diminution de service a déjà eu lieu? Et si oui, est-ce que nous pouvons connaître quelles lignes sont affectées? Je sais que le planibus a été changé un petit peu, mais est-ce que vous avez une liste de dresser des lignes? Parce que mes conseillers veulent savoir s'il y a des bus dans leur district qui ont été affectés. Bon, il y a effectivement eu des changements dans les horaires qui ne sont pas attribuables aux décisions qui ont été prises pour le budget 2014. Ces décisions-là vont s'appliquer en juin, si je ne me trompe pas. Okay. Alors, Super, donc, je ne suis pas en mesure de vous dire quels sont les effets pour le moment des changements, parce qu'on est encore en train de regarder ça. Il faut mettre ça là, dans un super ordinateur qui calcule différents paramètres. Et évidemment, au bout du compte, il y a un être humain qui regarde pour voir si ça a du bon sens. Mais on est dans ce processus-là, donc on ne le saura pas avant quelques semaines encore. Je ne sais pas si M. Oui, je peux ajouter, dans les réductions de kilométrage, il y en a qui n'en sont vraiment pas. Il y a 3 lignes de bus qui avaient des autobus de 12 mètres qui ont été remplacés par un autobus de 18 mètres qui a beaucoup plus de place. Évidemment, il fait moins de kilométrage, mais le nombre, l'espace est le même. Ça, en janvier, c'était déjà en vigueur, ce qui fait que le kilométrage est à peu près 5 de moins que l'an dernier, mais ça ne touche pas le service. L'autre bout, on a des normes de charge. Par exemple, à l'heure de pointe, un bus, vous rentrez 55 personnes. Il y avait des endroits dans le réseau qu'on était rendu à 46, 45 personnes. On gardait le même nombre de bus. Ça, on a ajusté pour s'assurer qu'on était égal avec tout le monde, avec à peu près 55 personnes partout. Ça, c'est en vigueur déjà. Ce qui est nouveau au mois de juin, c'est à l'extérieur des pointes, et c'est pour toutes les lignes. À l'extérieur des pointes, on va, la norme qui était, je crois, de mémoire de 32, mais je pourrais vous donner le chiffre. On passe de 35 à 38. Non, c'est plus bas que ça. 3 à 35. C'est 33 à 35. C'est la norme nord-américaine. On était plus bas que la norme nord-américaine. Pour la plupart des lignes, les gens n'en verront pas la différence. Certaines lignes, il y a quelques minutes, mais il n'y a pas de ligne ciblée. C'est le réseau complet et c'est hors pointe. Et quand on additionne tout ça, c'est ce qui donne des chiffres qui sont très importants, mais pour une ligne prise individuellement, semble-t-il que les changements sont relativement mineurs. Il faut savoir que mineurs. le matin, il y a à peu près 1385 bus qui sortent. Fait quelques pourcentages ici et là, ça fait des millions à la fin. C'est ce qu'on a fait.
On connaît aussi le S747. Il y Ouais. avait une diminution de service là. J'ai entendu qu'il y avait des informations. Est-ce que j'ai su que Encore là, l'aéroport a c'est- bâti un nouveau parking dernièrement? Est-ce que ça a eu un effet parce qu'il y a de moins? Les informations que vous avez, est-ce qu'on peut les avoir aussi? Encore là, ou- ces diminutions de services-là sur la 747 étaient le résultat de décisions qui avaient été prises il y a plusieurs mois, donc c'est pas Oui, lié aux décisions, et on est très sensible. Donc, dans l'effet, dans l'impact des ajustements qui vont entrer en vigueur en juin, on va tenir compte On a rajouté du service. On a même rajouté du service, de toute façon, Oui. là, sur la 747, Craig, après que rajouté. l'aéroport nous a fait part de ses doléances. Monsieur le Président. Monsieur Sauvé, ce que nous avons fait, on a fait des comptages parce que les diminutions étaient pour rendre l'autobus dans les normes de la STM parce qu'il y avait beaucoup plus, trop de services. Il y a des autobus qui allaient ou retournaient de l'aéroport sans grand monde, presque vide. Donc, c'était une question de le rendre dans les normes. Mais l'aéroport a indiqué qu'il y a des problèmes à certains temps de la journée. Nous avons fait des comptages et on a constaté le matin de Lionel Groulx, il y a 2 départs qui sont problématiques. On a ajouté déjà en janvier dernier 2 départs. Aussi, Aussi, en mars, on a fait un comptage avec l'aéroport pour voir si on peut changer la cédule parce que ce semble le problème en direction est l'après-midi est l'arrivée en même temps de quelques grands jumbo jets internationaux. Donc, on essaie de changer la cédule. Mais aussi, on a discuté si le 747 doit être dans les normes de la STM ou doit avoir un boni parce que c'est un autobus qui est rentable pour nous autres. On est en train d'examiner ça. On a rencontré l'aéroport. Une deuxième rencontre va être lieu la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Ils semblent très contents des gestes qui sont posés. Et pour nous, la desserte de l'aéroport est essentielle. Il faut trouver la manière de la faire le plus efficacement possible, c'est clair. OK. Donc, la conversation continue. Juste une petite chose. Je vois Ça mes vous fait une concitoyens troisième question, ça? de Green. Allez-y, et oui, de oui, Lille. mais on va répondre à leurs questions tout à l'heure. J'ai une petite proposition. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes après? Oui, oui, d'accord, parfait. Alors, merci, M. Sauvé. Maintenant, j'invite M. Louis L'Espérance. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, les conseillers. On se rappelle, le mois dernier, M. Schnopp, je vous ai posé une question concernant le prolongement du métro sur la ligne bleue. Je ne suis pas le premier, ça fait 20 ans qu'on en parle. Je vous remercie pour les réponses qui sont rapportées ici. On nous rapporte à l'OMT, n'est-ce pas? J'ai regardé un peu, on parle d'un Je pense chiffre. que je vais répondre la même chose ce soir. Là. Oui, bien, en fait, ma question est la suivante. Oui. Et là, je m'adresse directement à vous et à vos conseillers. Étant donné la courte expertise de l'OMT dans le... Oui, allez-y, je vous Oui, écoute. oui, étant donné la courte expertise de l'OMT dans le domaine des prolongements de métro, on se rappellera que c'est l'OMT, je crois, à qui on a confié les études préliminaires là, et les études techniques là, pour le prolongement à Laval et des données erronées qui ont été véhiculées pour éviter ce genre de situation. Ce que je pose comme question ici, c'est que en termes de localisation de stations, de données techniques, de profil longitudinal et toutes les données géotechniques que le BTM, cette merveille, cet organisme, je ne sais pas s'il reste toujours des vestiges du BTM, c'est mort. Il faudrait peut-être dépoussiérer toutes ces études et puis les ramener. En termes de développement immobilier connexe à cet axe de Jean Talon, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis je pense qu'il faut les aviser le plus tôt possible, ces gens-là. En termes de revenus de stratégie publicitaire, d'échéancier, d'optimisation des concepts, je reviens au BTM, et d'opération, je vous parle à vous, c'est vous qui avez toutes ces données-là, donc de stations pour vélo, on en parle de plus en plus, de stratégie avec le transport actif, de localisation de pistes cyclables, alouettes, là on parle, c'est tout ça, là. Il faut ramener l'OMT ici même à cette table, parce que c'est ici qu'on en parle. Ma question est la suivante. Quelles sont vos recommandations au moment où nous parlons qui ont été adressées à l'OMT? Bon, on participe activement au bureau de projet qui a été formé. Hein. Les réunions il y a des réunions constamment pour déterminer précisément quels sont les besoins, mais pas juste approximatifs. Là. Et très, très, très précisément, c'est ce que le gouvernement a demandé pour ne pas avoir de mauvaises surprises, justement,
pour que le gouvernement, au moment où il prendra la décision d'aller de l'avant avec le prolongement, parce que là, on a annoncé un bureau de projet pour examiner les coûts. Une fois que ça se sera fait, le gouvernement pourra prendre une décision éclairée et veut s'assurer qu'on ne se retrouvera pas avec un dépassement de coûts parce qu'on a oublié 1 kilomètre quelque part. Alors, c'est pour ça que ce projet-là est en cours, le bureau de projet, et on y participe avec l'AMT. Il y a des gens de la STM qui font partie de ce bureau de projet-là, donc on y participe activement. Donc, dans votre réponse du mois dernier, quand on dit « Le président informe cette personne que ce dossier relève les responsabilités de l'AMT », ce qu'il faut comprendre, ce qui n'a pas été mentionné, c'est que le STM participe. C'est bien ça? Oui, enfin, si je ne me souviens pas de ce que je vous ai dit, mais si je lis ce qui est écrit, c'est écrit l'AMT s'occupe des études auxquelles la STM participe et qui vont se dérouler jusqu'en 2016. Alors, c'est encore le cas. On participe toujours à ces études-là. Il n'y a pas de conclusion encore, mais du travail très, très, très précis qui se fait, là, je peux vous l'assurer. Est-ce que ces études, si vous participez, j'imagine qu'il y a des comptes rendus de réunion, il y a peut-être des études... Moi, je n'ai pas, pas vu les rapports d'étape. Là, je n'ai pas pris connaissance de ça. Est-ce qu'on pourra... Je crois que ça sera rendu public quand tout sera terminé. Là, ce ne serait pas le temps de le faire maintenant. En 2016 seulement ou d'ici 2016? C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui veut avoir l'information la plus précise possible. On ne peut pas commencer à rendre ça public en cours de mandat. De toute façon, c'est l'AMT qui a le contrôle de ça. Donc, ce n'est pas notre rôle, de toute manière, de rendre public ce genre d'informations-là. Donc, ça sera disponible selon vous, là, puisqu'il y a peut-être... Je ne peux pas m'engager à ce que ce soit rendu public tel quel, mais éventuellement, il y aura un coût final qui sera déterminé, cette étude-là sera remise au gouvernement. Et là, vous savez, il peut s'en passer des choses d'ici 2016, oui, peut-être. D'ici la semaine prochaine. Ça en est peu passé depuis 20 ans, puis j'espère que le passé ne sera pas le garant de l'avenir, là, mais... En fait, l'STM, est-ce qu'elle souhaite un point de contrôle, un point d'arrêt où les études seront déposées? Je veux, s'il vous plaît, je vais répondre très clairement. Le maître d'œuvre, c'est l'AMT. Oui. Tout ce qui est échéancier, c'est eux. Nous, on participe à des cours de travail. On participe à 2 niveaux. Le premier, on représente les clients. C'est nous, au niveau des fonctions, c'est nous qui faisons ça. Puis aussi, c'est nous qui construisons les équipements, les systèmes, l'opération, on fait ça. Les études ont cours actuellement. On ne peut pas vous déposer de rapport, il n'y en a pas. Et là, actuellement, on est en train de chiffrer exactement les derniers paramètres pour établir qu'est-ce qui serait le coût. Mais le travail commence à ce niveau-là. Fait qu'on ne peut pas vous donner ce qu'on n'a pas. Et bien, en fait, vous pouvez quand même me donner une réponse à cette question. Votre question, c'est quoi? Ces études seront-elles déposées? Il y a comme 500 études dans un projet comme ça. Puis la plupart vont venir, à mon avis, 2016. En 2016. À peu près. Je vous dis ça, puis avec tout retenu que ça peut avoir, mais on commence les études actuellement. Okay. On commence les études. Donc, en 2016, les études préliminaires sont déposées? On va vous revenir pour les dates, mais à ce niveau-là. De toute façon, ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle de l'AMT. On ne peut pas vous donner ça. On participe en tant que participant et aussi comme collègue pour les études. Cette demande-là, vous devez l'adresser à l'AMT. Nous, on ne relâche pas les documents. OK. Peut-être en d'autres termes, pour le bénéfice de l'auditoire qui est avec nous, là, je pense que ça fait 20 ans qu'on l'attend. Je veux peut-être me faire le porte-parole de tous ces gens silencieux depuis fait plusieurs fois que je me présente ici. Quand la STM souhaite-t-elle avoir une ligne bleue prolongée vers Anjou fonctionnelle? Bien, tout ça dépend des échéanciers de l'étude. Tout ça ensuite dépend des travaux qui restent à faire. Il n'y a pas de date qui est envisagée. Là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain là, construire. C'est un choix politique. C'est un choix politique, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout un enjeu de construction. Là, il faut tenir compte. Entre le politique et l'opération, quand y aura-t-il le mariage entre ces deux grandes l'étude qui est menée par l'AMT va permettre au gouvernement de prendre une décision, de savoir est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas. Alors, et cette décision politique-là ne regarde pas l'ASTM, ni la Ville de Montréal, ni l'agglomération de Montréal, c'est le gouvernement du Québec. Au moment où on se parle, donc aujourd'hui, le 2 avril, on n'est pas le premier, heureusement, 2 avril, aucun 2015, engagement. À la fin 2015, début 2016, on devrait avoir des réponses. Okay. Aucun engagement ferme. C'est pas nous qui faisons l'engagement. C'est même pas nous qui payons. On paye pas. On paye comme contribuable, mais... Okay. Mais vous avez on va l'opérer. On va l'opérer quand ça, on vous assure qu'on va l'opérer. Ça, c'est un engagement ferme. On a même acheté des trains. Parmi les trains Azur qu'on a commandés, il y en a un nombre supplémentaire qui sont commandés pour pouvoir offrir du service dans le prolongement de la ligne bleue. Donc, on a quand même ça dans nos cartons. Là, on l'a planifié. Mais on ne peut pas vous dire quand. Le matériel roulant,
commandé, qui sera livré à partir de fin 2014, comporte dans la commande Oui, du matériel tout à fait. qui viendra rouler sur le prolongement du métro de la ligne bleue. Non. C'est Il va comprendre, c'est que, je vais être très, très clair. La commande prévoit un accroissement du nombre et c'est des MR73 qui vont rouler sur la ligne bleue. Mais le nombre de voitures que l'on commande tient compte d'une augmentation de la flotte. Mais ces trains-là n'iront pas en priorité sur le bleu, ils iront ailleurs. Merci. Merci. Je tenais à tenir l'avant-dernière question, si vous acceptez de recevoir M. Gadouri. Il est arrivé en retard. Il a évoqué qu'il y avait une panne de métro qui l'a amené en retard. Je pense que ça serait... Bon, d'accord. C'est une question sur... Oui. Si vous avez un complément de réponse dans Bon, vos documents. d'accord. Puis Mme Grenier qui m'a remis ce document. Alors, j'appelle maintenant M. Roland Goujon. Monsieur Gallery, leader de l'opposition. Oui, je sais. Bonsoir. Moi, je viens vous demander ce que j'ai demandé il y a 2 mois à propos de Lionel Gros, Mhm. que les autobus n'arrêtent pas dans ma salle à dîner. C'est de les faire stationner plus loin, parce que moi, là, je ne vis plus. Là. Il n'y a pas rien que moi, il y en a d'autres. Bon, écoutez, vous savez qu'on a Ça pris... gronde oui. continuellement. On a pris des mesures après les interventions des Il y a 2 aucune derniers mesure mois. excusez, là. Ben, en fait, oui, allez-y. Vos inspecteurs là, qui restent dans les véhicules, là, c'est zéro, ça. Qui viennent dans mon appartement. C'est pas dans le véhicule qu'ils vont faire ça. Les moteurs marchent tout le temps. D'abord, aux chauffeurs d'autobus, ils ne comprennent pas son sourd. On lui dit, je les avertis. Ouais. On dit, on a 4 minutes. Mais 4 minutes à 126 autobus par jour, combien ça fait de minutes de pollution, ça? Bon, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on a fait des opérations de sensibilisation auprès de tous les chauffeurs. Est-ce que les chauffeurs l'ont respecté? Bien, regardez, Ils ont moi, pas- je vous dis oui, oui, l'intervention. ils Je ont vous pas dis le bout respecté. qu'on a fait, là. Ils ont Et pas- après ça, il y a eu des inspecteurs qui étaient sur place, qui sont assurés que les chauffeurs avaient bien compris la consigne. Évidemment, on est en plein hiver. C'est après 3 minutes Oui, qu'ils oui, doivent je suis d'accord éteindre le avec moteur. Il a fait très froid cet hiver, vous le savez. Alors, est-ce que ça a été respecté toujours, tout le temps? Ça, vous êtes Ça a certainement pas été mieux placé respecté parce que avant. vous restez là. C'est pourquoi je demande votre aide, Oui. que s'ils stationneraient un peu plus loin de la maison, entre Lionel Groux et Saint-Jacques, ça nous dérangerait moins. Ils feront juste passer, ils n'arrêteront pas là, puis les émanations de gaz. Mhm. Parce que moi, là, cet été, quand je vais ouvrir mes fenêtres, qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, je vois que vous avez parlé à M. Poisson aussi Oui, là, oui, avant le j'ai début de parlé la de rencontre. ça. On est sensibilisé à ça. M. Poisson l'est. C'est tout ce que j'avais à dire. Ben, je vous remercie, j'espère mais que- on prend ça en considération. Là. C'est un dossier, je sais que c'est important pour vous et on va prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les consignes sont respectées. Voilà, maintenant, quelqu'un se rajoute, c'est M. Marc-André Gadouri. Il est en retard, semble-t-il, à cause d'une panne de métro. Voyons personne donc, malade. ça arrive, vous Personne n'êtes pas malade. chanceux. Personne malade. J'ai changé de chemin. Mais M. Desrosiers m'indique que c'est une personne malade, donc évidemment, dans ce temps-là, il y a une intervention des services d'urgence qui prend un certain temps. Et on ne peut pas, évidemment, il y a des gens qui ont fait 1 300 000 déplacements, ça arrive, nous en sommes toujours Merci désolés. d'être conciliant avec mon retard. Mais je ne voulais pas vous entretenir du réseau métro, mais bien du réseau d'autobus, puis les coupes. Puis d'autant plus content que vous acceptiez ma question, que j'ai pris la peine de l'écrire. En fait, question principale, il est de notoriété publique, finalement, qu'on vit un accroissement des utilisateurs du transport en commun, particulièrement depuis 2008. L'inflation au coût du pétrole avait été assez notoire quant au nombre d'utilisateurs. Même en tenant compte de la hausse importante du coût du transport pour les usagers, on en a parlé tantôt, reste que beaucoup plus d'utilisateurs. Hein, c'est satisfaisant. À Montréal, on a mis en place un plan de mobilité durable. Et puis là, je ne veux pas citer tous les bienfaits du transport en commun. Mais Parce que maintenant, les gens sont assez convaincus ici, de toute façon. effectivement. Par contre, ce qui est surprenant, voire même extrêmement surprenant, c'est les coupures nettes de services qui s'en viennent à la Société de transport de Montréal.
je parlais du réseau d'autobus, qui est en fait composante névralgique, voire essentielle à la mobilité des personnes dans la métropole. Mais en fait, les Montréalais ont élu le 3 novembre dernier une administration, l'administration Coderre, qui semble avoir un fort penchant pour l'auto solo. Suite à ce qui semble être un certain désintéressement du maire de Montréal pour les opérations quotidiennes du plus important, en fait, transporteur au Québec, transport en commun, j'aimerais savoir quelles sont les actions prises par le représentant des usagers au conseil d'administration de la STM pour défendre les usagers lors des coupes de services effectués qu'on vit présentement dans le service. Je voudrais connaître les D'abord, actions. il y a une partie de votre question dont vous trouverez la réponse à l'Hôtel de Ville en la posant aux personnes concernées, mais pour ce qui est du représentant de la clientèle, d'abord, dans l'élaboration du budget, je me suis assuré que les effets allaient être minimes sur le service. On vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est de l'optimisation et on a rajouté dans certains cas des bus de 60 pieds au lieu des 40 pieds. On n'a pas coupé, mais ça se répercute dans le calcul qu'on fait de l'utilisation de la flotte. Ça devient une coupure de service, mais dans le fond, c'est de l'optimisation. Dans un monde idéal, on aurait pris ces économies-là et on aurait rajouté du service ailleurs. Mais vous avez été conscient, l'Hôtel de Ville, du contexte budgétaire dans lequel à la fois la Ville et dans les arrondissements aussi, et la STM est dans cette même situation-là. Notre objectif, c'était que les coupures, les réductions qu'on faisait allaient avoir des impacts minimes sur le service. C'est en vigueur, on l'a dit, ça sera en vigueur au mois de juin. Il y a quand même des compressions qui sont en vigueur depuis janvier, mais ce sont des choix qui avaient été faits par l'ancienne administration. Et bien qu'on en ait beaucoup parlé en termes de plaintes depuis le début de l'année, il n'y a pas un accroissement du nombre de plaintes de clients. Les clients prennent le service. Évidemment, avec l'hiver qu'on a eu, il y a eu des perturbations, mais qui n'étaient pas liées aux coupures, mais qui étaient liées simplement aux conditions de la circulation. Les efforts qu'on fait pour la prochaine année sont nombreux parce qu'on souhaite que le budget de 2015 soit plus favorable que le budget de 2014. On travaille activement là-dessus dans nos conversations avec les divers paliers de gouvernement. On a des projets de développement de voies réservées. On l'a dit, on veut arriver à 375 km de voies réservées, de mesures préférentielles pour bus. Il y en aura dans votre arrondissement, certainement. Il y en aura partout. Et les voies réservées, les mesures préférentielles, c'est un moyen très rapide, efficace et peu coûteux d'améliorer la fluidité, de faire de l'optimisation. Il y a eBus qui s'en vient aussi, vous connaissez eBus, qui va nous permettre d'avoir une connaissance en temps réel de l'état de la flotte, donc qui va nous permettre de faire des ajustements là où nécessaire. Donc, ce sont des efforts qui vont se faire au cours des prochaines années pour améliorer la qualité du service. Donc, on est très conscient de ça. On déplace, je le disais, 1 300 000 déplacements par jour. Et ça fait, c'est important que cette clientèle-là soit satisfaite. J'avais une sous-question sur, en fait, les calculs de charges à laquelle vous avez partiellement répondu tantôt. L'optimisation de services qui résulte dans des coupes de services, en fait, je comprends que le seuil minimum est utilisé. On en a peu parlé souvent. Dans les dernières années, on a peu parlé du seuil minimum de charge puisqu'on ajoutait des autobus. Donc, on était toujours au seuil maximum de charge là, parce qu'on en ajoutait. Mais je me demandais, si on se place du point de vue de l'usager, quand il y a un autobus accordéon allongé qui arrive, c'est une coupure de service net. Là. On parle d'une perte de fréquence. Hein. Il y a peut-être un peu plus de place dans l'autobus, mais l'autobus passe moins souvent. Ou si c'est parce qu'il y a plus de charge, normalement, il aurait pu passer en fait plus souvent. Donc, il faut faire attention du point de vue de l'usager. Avoir un autobus plus grand qui passe moins souvent, c'est une perte nette de service, là, quand même. Là, faut, malgré l'argumentaire que je sais très bien développer. De minutes et non pas de demi-heure ou d'heure, dans ce cas-là. Bien, en fait, non, au final, on parle de 10 minutes dans certains cas, là, surtout en dehors des heures de pointe. Là, on parle de délais qui, plutôt que de se raccourcir par une amélioration de service, s'allonge là, parce qu'il y a un plus gros autobus, mais moins souvent. Par contre,
Et là, je fais peut-être appel à votre audace ou à votre courage. Je sais qu'il existe des lignes où les calculs de charges sont très faibles, probablement très en deçà de votre taux de 32 personnes en dehors. 33 personnes en dehors des heures de pointe. Est-ce que vous avez fait une évaluation de ces lignes-là? Est-ce qu'il y aurait eu moyen, peut-être par un geste courageux, d'éliminer les lignes qui ont 5 puis 10, parce qu'il y en a de ces lignes-là. Puis même dans notre arrondissement, si je peux donner un exemple précis, la 29 Rachel, peut-être que ça aurait valu la peine, plutôt que d'enlever des autobus sur le circuit de la 24 et de la 97, bien, éliminer le circuit 29. Puis est-ce que vous allez bientôt aller jusque-là, ou c'est pas dans les cartons que d'avoir ce courage-là de couper une ligne finalement pour bonifier le service ailleurs plutôt que de couper partout avec ce seuil de charge? Bien, on a pris la décision d'étaler et d'avoir un impact minime sur une partie, sur un plus grand nombre de gens, mais avec des écarts qui étaient pas si grands, plutôt que de couper carrément du service. C'est le choix qu'on a fait. Est-ce qu'on peut avoir des choix différents dans l'avenir? On évalue tous les scénarios. Monsieur Desrosiers, vous voulez répondre à quelque chose sur le taux de charge? Bien, plusieurs choses. L'articulé, en général, les gens l'adorent. Le taux de satisfaction des articulés est plus élevé que sur les lignes de réguliers. Fait que si je n'avais pas de problème budgétaire, j'en mettrais partout. Malheureusement, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Et la première chose qu'on fait tout le temps, c'est d'optimiser. En remplaçant des 12 mètres par des articulés, ça me dégage des sous pour ne pas couper ailleurs. Ça, c'est numéro 1. 2, au niveau des normes de charge, quand on les compare ailleurs, là où on s'est ajusté, l'articulé, par exemple, on est passé de 75 à 78, on est très nettement en bas de ce qui se fait ailleurs en Amérique. Fait qu'il n'y a pas trop d'enjeux de ce bord-là. Les autres endroits, je l'ai mal expliqué, c'est qu'il y a des lignes, justement, où on était pas mal en bas. On les a coupées. La 5, Crémazie, il y en a d'autres. Full ligne qu'on a coupée. Ce qui n'est pas clair, c'est qu'il y a un autre critère, c'est l'accessibilité. Vous devez avoir un arrêt, parce que ce n'est pas tout le monde qui est placé à côté d'un arrêt d'autobus, et de fréquence minimum. On ne va pas un plus grand intervalle que 30 minutes, parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui en ont besoin. Il y a comme un troisième critère qui est aussi l'accessibilité du service. Des lignes qui chargent un peu moins, mais vous ne pouvez pas desservir en transport collectif. C'est tout ça ensemble qui fait la chose. Mais à chaque fois que 1 million disparaît de notre budget, on commence toujours par ce qui fait le moins mal. Après ça, on s'en va. Par exemple, on n'a pas de choix au métro. Pourquoi? C'est le métro charge à pleine capacité à ce niveau-là. Les changeurs, on aurait préféré pas le faire, mais c'est moins pire que couper du service du métro. Fait qu'on a vraiment fait ça comme ça. Et ce que l'on voit actuellement, quand on regarde les plaintes des clients, tout ça, je pense qu'on a fait les bons choix avec les sous qu'on avait. Alors, je vous remercie. Ça met fin à la période des questions. On va passer maintenant aux éléments de l'ordre du jour. Alors, j'appelle l'article 1 de l'ordre du jour. Adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée du Conseil d'administration en ajoutant l'article 14.5. Alors, qui propose? Je propose. Qui appuie? Oui. Alors, l'article 1 est adopté. J'appelle maintenant l'article 2. Article 2. Approuver le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société tenu le 5 mars 2014. Je le propose. J'appuie. Alors, l'article 2 est adopté. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 3 de 3.1 à 3.3. 3.1. Augmenter l'enveloppe budgétaire et renouveler le contrat de SEMEC électromécanique pour la fourniture de barres de conjugaison pour les voitures de métro. 3.2. Adjuger un contrat à Michelin-Amérique du Nord pour la fourniture de pneus pour les voitures de métro. 3.3. Autoriser une modification du contrat de logistique Unicorp pour la fourniture et la gestion du programme d'uniforme. Alors, qui propose? Je propose. Qui appuie? J'appuie. Alors, les articles 3.1, 3.2 et 3.3 sont adoptés. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 4 de 4.1 et 4.2. 4.1. Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de service de nid récupération pour la collecte sélective de matériel résiduel recyclable. 4.2. Autoriser l'octroi du contrat à Microsoft Canada pour le support premier et le support étendu pour Windows XP. Alors, qui propose? Je les propose. Qui appuie? Je les appuie. Merci. Les articles 4.1 et 4.2 sont adoptés. Il n'y a aucun article dans la rubrique 5. Et dans la rubrique 6, maintenant, j'appelle l'article 6.1.
6.1. Adjuger un contrat à Ondel pour la fourniture et l'installation d'un groupe onduleur 12 pulses au poste de redressement Honoré-Beaugrand. Je propose. J'appuie. Qui appuie. L'article 6.1 est adopté. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'un groupe onduleur 12 pulses, M. Desrosiers pourra vous l'expliquer après la rencontre. Alors, dans l'article, il n'y a pas d'article dans la rubrique 7, ni dans la rubrique 8, ni dans la rubrique 9. J'appelle maintenant l'article de la rubrique 10, 10.1. 10.1. Adopter le règlement R148 pour le projet électrification des véhicules de travaux en tunnel. Je propose. Appuyé. L'article 10.1 est adopté. Aucun article dans la rubrique 11. Dans la rubrique 12 maintenant, j'appelle les articles 12.1 à 12.5. 12.1. Approuver le protocole d'entente avec l'Université Concordia pour la réfection de l'accès Guy. 12.2. Approuver l'entente de recherche et développement avec l'École polytechnique de Montréal pour le progiciel Madituc 2014-2017. 12.3. Autoriser une entente de partenariat avec Bixi Montréal et Communauto pour la saison 2014-2015. 12.4. Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du bail avec les investissements Simsu pour la location du terminus Early Newman et approuver un deuxième amendement au bail. 12.5. Autoriser un bail pour la location d'un site de radiocommunication à l'hôpital des anciens combattants et une entente avec Ville de Montréal. Qui propose? Qui appuie? Merci. Les articles 12.1 à 12.5 sont adoptés. J'appelle l'article 12.6. 12.6. Autoriser les conventions avec Ville de Montréal pour les sites de radiocommunication à la voûte du Mont-Royal et à la station d'épuration des eaux usées de l'Est. Alors, je propose. Et j'appuie. L'article 12.6 est adopté. 12.6, c'est l'article 12.5 que je vous le souligne. C'est dans le contexte du projet IBUS. C'est pour l'installation d'antennes qui vont nous permettre de pouvoir communiquer et donc d'implanter ce système-là au cours des prochains mois. Maintenant, les articles de la rubrique 13, de 13.1 à 13.5. 13.1. Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour la réalisation de diverses études pour les mesures prioritaires. 13.2. Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des sondages de mobilisation des employés. 13.3. Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres en réalisation d'études de caractérisation des terrains, implantation et exploitation d'un système d'extraction sous vide des hydrocarbures. 13.4. Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour la réalisation de divers mandats en génie civil. 13.5. Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des travaux d'injection. Je les propose. J'appuie. L'article 13.1 à 13.3 sont adoptés. J'appelle l'article 13.6. 13.6. Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services d'accompagnement pour établir un plan directeur en information de gestion. Qui propose? Je propose. J'appuie. L'article 13.6 est adopté. Maintenant, j'appelle les articles de la rubrique 14, de 14.1 à 14.4. 14.1. Approuver le remplacement d'une personne nommée au comité du régime de retraite de la STM, Syndicat du transport de Montréal, CSN. 14.2. Approuver les états financiers consolidés et le rapport financier pour le MEMRO au 31 décembre 2013. 14.3. Approuver l'acte de servitude entre la STM et Société en commandite Gaz Métro. 14.4. Autoriser le paiement de la cotisation annuelle à l'Association du transport urbain du Québec. Qui propose? Je les appuie. Les articles 14.1 à 14.4 sont adoptés. J'appelle maintenant l'article 14.5. 14.5. Modifier le nom de la station de métro Square Victoria en celui de Square Victoria OACI. Je propose. J'appuie. L'article 14.5 est adopté. À cet égard-là, je souligne qu'il y a un an, au moment où l'OACI avait envisagé la possibilité de ne pas renouveler son bail à Montréal, il avait été décidé qu'on accolerait le mot OACI à la station Square Victoria. Aujourd'hui, on décide d'aller un pas plus loin et d'officialiser cette décision-là. Donc, la station de métro Square Victoria portera désormais le nom officiel de Square Victoria OACI. Ça intervient aussi dans le contexte du 70e anniversaire de création de l'OACI qui sera souligné au mois de décembre. Alors voilà, ceci met fin à l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 2 avril. Je vous remercie pour votre présence. On se retrouve le mois prochain, le 7 mai. Merci, bonsoir.